Bonjour. Voilà. Euh, alors, je suis chargé avec une grande équipe de médecins, il y a 4 médecins, je crois, et puis deux autres profs euh, de l'Université de l'Alberta, une de l'Université du Manitoba. Alors, on a la charge d'essayer de caractériser les profils pathologiques, voyez, de caractériser aussi les itinéraires thérapeutiques, les voies que suivent la plupart ou qui s'offrent à la plupart des immigrants dans leur recherche de santé, dans leur demande sanitaire. Et puis, on veut aussi caractériser les impacts parce qu'on se rend compte qu'il y a une sorte de pression que la santé, les enjeux de la santé des immigrants mettent sur le système de santé en place, vous voyez, les dispositifs en place. Donc, ouais. Alors, c'est une sorte de réponse globale que j'ai morcelée. Je vais parler un peu des sources d'inspiration. Comment est-ce que on a été mené à participer, à candidater avec cette question de la recherche. Et puis, quels sont les sous-titres même, le grand titre et les sous-titres, hein, les versants. Les sous-titres, c'est un peu ce qui va être très spécifique pour les années qui viennent. Et puis, je vais dire un mot rapide sur l'équipe de la recherche. Et puis, qui parle, c'est 2 mots sur moi-même. Et puis, quels sont les objectifs aussi et l'approche, voyez, de cette recherche. Vous aurez déjà compris avec ce que Paul vient de dire au niveau des objectifs. C'est évident qu'il y a des enjeux de nouveaux arrivants, des populations qui sont déjà là, la population qui arrive et les obstacles linguistiques et tout ça, tout ce qui va motiver un peu la clinique mobile. Et puis, on a essayé d'établir aussi ce que nous appelons les niveaux fondamentaux, hein, de la question de la santé des immigrants, les enjeux, ce que nous appelons là les sphères des facteurs, où on retrouve les facteurs, les enjeux principaux, les facteurs principaux. Et puis, pour le moment, qu'est-ce qu'on peut dessiner comme ce qui se dégage comme ligne, hein, ligne de résultats. Et puis, une dernière question qui nous intéresse beaucoup, pour pouvoir ouvrir sur ce que nous appelons les impacts, voyez, c'est on va mettre en tension une sorte de contraste, de comparaison avec les dispositifs locaux. Vous voyez, on a nos enjeux déjà de santé en place pour les communautés minoritaires, hein, comment il y a une sorte d'addition, hein, de pression additionnelle et dans quel sens. Est-ce qu'il y a convergence ou bien c'est vraiment des choses qui se contredisent? Alors ça, c'est un niveau que nous regardons. Alors l'étude est en cours. Vous voyez, on va jusqu'en 2025. On a 5 sites régionaux, l'Alberta, et puis le Nunavut. On a la Saskatchewan, Terre-Neuve-Labrador, et puis le Yukon. Alors, quelles sont les correspondances de boulot? Ce sont les directions régionales de santé. Voilà. Et l'année passée, j'avais eu le privilège d'aller à Winnipeg avec Paul sur le sommet des santé des autres directions régionales. Et on avait déjà essayé de laisser entrevoir où nous allions avec ce projet. Alors, comme vous le savez, c'est un financement des immigrations, citoyenneté, réfugiés Canada et le sponsoring, j'allais dire le tutoriel direct, hein, du réseau santé qui nous aide, qui nous supervise avec la collaboration des autres directions régionales de santé. Alors l'idée globale, c'est vraiment de regarder la santé communautaire. Vous voyez, disons la communauté francophone en contexte minoritaire. Ça, c'est la communauté, la santé que nous regardons. Mais une santé communautaire, il s'agit aussi des composants individuels, des membres. Vous voyez, un individu, ses enjeux de santé, regarde, a un impact sur ce qui se passe pour l'ensemble. Alors, on voit qu'il y a de nouveaux pans, de nouveaux volets de la communauté qui arrivent. Comment est-ce que ça vient jouer
positivement ou négativement sur la santé qui est en place. Voilà, donc Alors, les sources d'inspiration, pourquoi mon équipe et moi, et pourquoi j'ai pris le leadership, c'est parce que déjà en 2009, sur financement du CNFS, on avait déjà travaillé sur la recherche qui portait sur l'inclusion ou l'intégration des diplômés internationaux en santé, c'est-à-dire des médecins, des immigrants, des pharmaciens, des infirmiers, des travailleurs sociaux, des psychologues. Comment il fallait arriver à les mettre en convergence, en conjugaison positive avec les systèmes de santé qui existent en contexte francophone minoritaire. Tout ça dans le but de renforcer ces systèmes pour les minorités francophones et donc la santé communautaire francophone. Donc, c'est ce projet, j'ai dit hier soir, j'allais envoyer le rapport à Paul, mais il existe. Quand vous allez sur le site du CNFS, vous mettez 10, DIS, diplômés internationaux en santé. Voilà, c'est le rapport. Et puis, ça a été donc le premier point qui m'oriente vers cet enjeu de la demande sanitaire immigrante. Il y a le rapport aussi entre une immigration maintenue et entretenue. Vous voyez, les gens, ils viennent. Ce n'est pas pour dire, bon, ils font un tour et puis ils retournent. Ils viennent pour rester. Donc, on vient partager l'espace géographique. Vous voyez, c'est que nous ouvrons par mutualité. Vous voyez, une mutualité inclusive. On a le même espace géographique, le même lieu, mais avec des sphères différentielles du point de vue des cultures, de la conception, de la représentation de la maladie, même de la représentation du corps, vous voyez, des rapports interpersonnels, mais aussi ces gens-là, comment s'intégrer dans le système canadien en milieu minoritaire, en gros. Vous voyez, ce n'est pas seulement sur un horizon sanitaire, ce n'est qu'un pan. Donc, le rapport entre immigration maintenue et entretenue et les dimensions que j'ai dégagées comme dévolues, et puis désirées, et puis revendiquées. Alors, le dévolu, c'est quoi? C'est un peu ce qu'on a comme source d'aide sanitaire pour les minorités francophones. Qu'est-ce qui est en place? Qu'est-ce qui est offert? Qu'est-ce que nous détenons face à la diversité pathologique ou des souffrances? Quelles sont les sources d'aide en termes des systèmes de santé qui sont déjà en place? Alors, il en a donné des éléments. Et il y a ce que nous appelons aussi les directions régionales de santé, par exemple, les conseils de santé. Tout ça a émergé, comme on le sait, à partir de la crise de l'hôpital Montfort. Vous voyez? Donc, la société santé en français, ce sont des sources d'aide qui n'existaient pas avant, quand moi je suis arrivé. Vous voyez? Donc, il y a aussi le secrétariat aux langues officielles, il y a ce qui aide aussi au niveau du Nouveau-Brunswick avec son bilinguisme officiel. Ça, tout ça, c'est aidant. Il y a aussi au niveau de chaque région ce qu'on peut appeler les lois sur les services, en français en général, mais en sous-main sur les services en santé. Vous voyez, il y a des lois, en Ontario, vous avez des services désignés, par exemple. Et ça s'ouvre aussi au Manitoba à la suite d'un projet que je vais citer tout à l'heure. Les services désignés, il n'y a pas de loi vraiment contraignantes pour que dans les hôpitaux anglophones, on puisse offrir véritablement des services en français. Donc, quelles sont les bribes des sources d'aide qui sont là? Et c'est ce que nous mettons sous l'angle du dévolu. Maintenant, le désiré, c'est sur la base du désiré que tout ce combat qu'il a mené et qui ouvre de nouveaux horizons là, de planification et d'organisation, c'est ça. C'est-à-dire, voici ce qu'on a, mais qu'est-ce que nous on veut? Voilà. Et ce qu'on veut, si ce n'est pas égal à ce qu'on a, c'est dégage ce que nous appelons le revendiquer. Et on sait que l'offre active des services de santé en français est vraiment un pan qui est fédérateur parce que ça ouvre sur, ça connecte à beaucoup de choses. Donc cette offre active fait partie des éléments fondamentaux des revendications. Donc c'est vraiment sur ces trois niveaux qui sont déjà là qu'apportent comme pression les enjeux de santé des immigrants.
Ça, c'était vraiment une source fondamentale d'inspiration. Alors, moi, j'ai fait 4 ans déjà à l'université du Manitoba, avant de venir à l'université de l'Alberta. J'ai fait 4 ans là-bas. Donc, j'avais travaillé déjà avec la Corporation catholique de la santé du Manitoba, qui est l'héritière de l'œuvre sanitaire des Sœurs Grises depuis 1984. Comment? Oui, c'est ça. Donc, ici, j'avais fait un projet avec la Corporation catholique de la santé du Manitoba sur ce qu'ils ont appelé comment intégrer la médecine complémentaire dans la médecine conventionnelle. Voilà, donc toutes les médecines, j'allais dire, non conventionnelles, et on a essayé dans ce projet-là de les recenser. Je donnerai aussi le rapport à Paul. Vous voyez, un grand rapport qu'on avait fait. Et donc, ça, mais pourquoi on fait ce recensement? On recherche toutes les sources d'aide en termes sanitaires, toutes les médecines non conventionnelles, mais justement, la demande devient plurielle, la demande sanitaire avec l'immigration au Manitoba. Elle devient plurielle. Alors, comment il faut renforcer les itinéraires thérapeutiques, les voies de recherche de santé, des sources d'aide pour réduire ou supprimer la souffrance ou la pathologie. Donc, c'était ça leur objectif, offrir beaucoup plus d'itinéraires thérapeutiques à la demande sanitaire immigrante. Alors ça a été un des points qui a inspiré pour rentrer dans ce projet. Alors, qu'avons-nous ici comme titre? Le titre central, c'est « Quête des caractérisations de profils pathologiques, itinéraires thérapeutiques et implications ». Alors, caractériser, c'est faire la carte d'identité, mais une sorte de catalogue qui n'est pas fermé, qui a en même temps qui a les frontières ouvertes sur les profils pathologiques. Parce que le Canada, l'immigration fait faire des évaluations sanitaires aux gens avant de venir, mais c'est sur des pathologies précises. Mais une fois les gens sont ici, il y a d'autres pathologies qui se développent compte tenu de certaines fragilités, qu'on peut comprendre par le souci d'intégration et tout ça, mais que nous appelons ici, fondamentalement, j'en dirais un mot, sur le rapport entre les aspirations pré-migratoires avant de venir au Canada. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on pense qui nous attend, qui va se passer. Donc, entre ces aspirations pré-migratoires et la réalité post-migratoire, il ne s'est jamais égal. Il y a un écart entre ce qui était attendu et ce qui est arrivé concrètement. Et la gestion de cet écart que nous appelons dans le jargon le deuil social est c'est une cause fédératrice de plusieurs stress, de plusieurs angoisses, de dysfonctionnements même familial. Donc c'est pour ça que nous voulons voir un peu les profils pathologiques et donc caractériser aussi les itinéraires thérapeutiques. Et puis, comme on l'a dit, qu'est-ce que tout ça peut avoir comme implication sur les systèmes de santé en place. Alors, le sous-titre 1 que nous avons actuellement, c'est le portrait pathologique infantile. On veut vraiment voir au niveau des enfants immigrants et qu'est-ce qui se dégage comme profil pathologique chez les enfants, qu'est-ce qui se passe. Et le profil orthophonique est ce qui intéresse beaucoup une de mes co-chercheuses, là, Andrea. Deuxième sous-titre, c'est porter des structures d'accueil des immigrants. Oui, on veut voir quel est leur impact dans les itinéraires thérapeutiques de la demande sanitaire des immigrants. Comment, déjà au départ, ils peuvent aider, quelles sont les possibilités pour eux d'aide à la demande sanitaire, à la réduction, j'allais dire, des souffrances sociales et pathologiques des immigrants. Donc, ça, c'est un volet qui a un titre principal. Troisième titre, c'est vraiment les aînés. Parce qu'on comprend que les gens, ils viennent, ils ne retournent pas, ils vieillissent ici. La gestion de leur fin de vie et les pathologies liées au vieillissement, et puis tout le rapport avec les maisons de retraite. C'est des cultures nouvelles. Vous voyez, à moins qu'on vienne vraiment de l'Europe. Mais pour les gens qui viennent souvent d'Asie, je dirais beaucoup plus d'Afrique
et des pays arabiques, la gestion de fin de vie, le rapport aux maisons de retraite, c'est un enjeu qui est vraiment à explorer et comprendre. Alors, l'équipe Boniface Baïs et moi, et puis Andrea, qui va s'occuper du profil pathologique infantile, Nathalie Piqueman de l'université du Manitoba, Mireille Kamen, elle est médecin, elle est à l'université de l'Alberta aussi, africaine d'origine. Moïse Kamba, il est assistant de recherche. Et puis Denis Vincent, je pense que beaucoup d'entre vous devraient le connaître. Il est très impliqué sur la santé immigrante. Lynn Audet, elle est chez vous ici. Oh, ok, merci beaucoup. On va corriger ça. Parce que j'ai reçu. Non, non, mais on va corriger ça. Hein? Hein? On peut. La suite. On va corriger ça. Ouais. Voilà, et puis bon, Michel Dion, qui est à Montréal, à Edmonton là-bas, mais Béatrice. Bien, on peut continuer. Voilà. Alors, bon, moi, je suis professeur à l'Université de l'Alberta. Je suis prof d'anthropologie médicale et de bioéthique, mais j'ai étudié aussi en sociologie médicale, en santé publique, voilà, et à l'Université de Montréal. Bon, on peut faire passer. Bon. Alors, mes recherches, comme je l'ai dit, c'est sur les enjeux socio-sanitaires, hein, la question du dévolu, du désiré, des revendiqués dont j'ai parlé tantôt, et puis la santé des immigrants que nous avons là jusqu'en 2025. J'ai travaillé aussi, je viens de finir ça, le projet sur Covid-19 et les mutations en nations communautaires, les pratiques gagnantes pour les aînés de l'Alberta. Vous voyez, on voulait voir la FAFA comment, sans vraiment produits fournis de nouveaux, comme j'allais dire, de nouvelles ressources, sans changer, créer des nouvelles dépenses, mais maintenir la qualité des services. C'était ça la question fondamentale. Et puis, il y a le portrait des retombées du programme de formation au baccalauréat bilingue, hein, que j'ai terminé en 2017, parce que, comme je l'ai dit, un jour, je vois au curling, dans les Jeux olympiques, une infirmière que j'ai eue. Hein. Alors, je dis non, il y a un problème de suivi, hein, de suivi de cette formation, parce qu'on les forme pour être à des postes bilingues. Leur place n'est pas là. Alors, donc, il y a aussi, je travaillais déjà sur les profils identitaires de santé mentale, les jeunes en milieu minoritaire francophone, mais dans l'Est là-bas, ils se discriminent les niveaux de langage. Vous voyez, bon, il y a déjà la discrimination par rapport au français, mais à l'intérieur du français, il y a des sous-niveaux qui parlent comme au Québec, qui parlent comme en France, qui parlent le joual. Alors, pardon, tout ça a un impact sur l'estime de soi et sur la question de la santé mentale. Il y a aussi l'inclusion des nouveaux arrivants. Ça, c'était beaucoup sur le Manitoba. Vous voyez, il y a des jeunes immigrants qui quittent les camps des réfugiés, qui n'ont jamais fait d'école. Ils arrivent avec 14, 12 ans. Où est-ce qu'on les met? Alors, on a dit, est-ce qu'on les met, selon l'âge, on les met dans le système selon l'âge, ou bien selon le niveau d'études? Et le niveau d'études qui n'est pas souvent là. Donc, ce sont des questions fondamentales qu'on a essayé de régler. L'intégration des diplômés internationaux en santé, bon, j'en ai parlé là. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, mais il y a eu un gros livre qu'on a produit au plan national. Hein. Vous voyez, l'offre active, l'accessibilité et l'offre active des services de santé. Ça, j'ai la version anglaise là, mais il y en a en français. Alors, c'est presque tous les chercheurs du milieu minoritaire francophone. On l'a produit en 2017. Vous voyez, c'est ça. J'ai signé dedans aussi. Et puis, ça, c'est avec l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. Ça, c'est un grand rapport sur l'offre active.
sur l'offre des services de santé en français. Alors, ce sont des rapports qui existent, auxquels j'ai participé. Bon, il y a plusieurs articles, d'autres livres que j'ai écrits. Alors, qu'est-ce qu'on voulait, vous voyez, avec cette recherche? C'est vraiment essayer, comme je l'ai dit, de caractériser le profil pathologique et surtout, et puis les itinéraires, des quêtes de guérison, de réduction des souffrances, et puis aussi voir tous les états de morbidité. Quelles sont les pathologies qui vont se dégager, vous voyez, à côté de ce qu'on savait déjà. Donc, il y a aussi des itinéraires, comme je l'ai dit, parce qu'on voit déjà que les gens recherchent des médecins de leur région, de leurs origines, ce que nous appelons l'homo-ethnicité, homo-ethnique au niveau des régions. Et ça perturbe, j'allais dire, ça tourmente la voie des recherches de santé. Et bien sûr, les ignorances du système canadien. Voyez, donc, on veut mettre en relief vraiment comment ce contenu, ce que nous caractérisons là, peut avoir un impact avec les dispositifs socio-sanitaires des francophones en place. On veut aussi établir, l'un des objectifs fondamentaux, c'est d'établir les apports possibles de cette pression. Vous voyez, tout ce que Paul vient de dire, les possibilités, il y a la pression immigrante, sanitaire immigrante, qui participe à tout ce qu'il a fait comme demande. Demande de réorganisation, ça c'est très très important. Alors notre approche, bien sûr, on fait une sorte de relevé analytique de toutes les études qui existent. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà, toutes les études, nous appelons ça les épistémologies comparées. L'épistémologie étant la façon scientifique de travailler de certains chercheurs. Alors, tout ça, on essaie de comparer, de dégager, et qu'est-ce qui a été touché, qu'est-ce qui n'a pas été touché, pour que nous, on aille prospecter dans tout ça. Alors, on a des recours à des banques, 3 grandes banques de données, vous voyez, sur la santé des immigrants, et on essaie de suivre aussi et relever tous les médecins qui sont dans l'équipe et leur réseau, quels sont leurs journaux de travail. Tout ça, on prospecte avec, vous voyez, et donc, bon, j'allais dire, les thérapeutes dans les domaines différents, nous allons approcher des médecins, des assistants, des infirmiers, des psychologues sur cette approche-là. Alors, il y a les sondages et les entrevues qui sont planifiés aussi pour dégager un peu les statistiques, les pourcentages. Alors, quels sont les niveaux que nous identifions comme étant les lieux d'émergence de ce qui peut nuire? On sait fondamentalement que la santé d'un individu, il y a sa dimension génétique, c'est 15%. Ça, on le sait. Et puis, il y a la dimension des services de santé. On parle des cliniques mobiles, c'est 25%, les services de santé publique, dans la contribution, dans le maintien et l'entretien de la santé d'un individu. Troisième dimension, qui est la plus importante, c'est ce qu'on appelle les facteurs socio-écologiques. C'est 50%. Et ça, c'est toute la question des déterminants sociaux de la santé. Le revenu, le statut, le revenu, le statut, si vous avez l'emploi, mais quelles sont les conditions de l'emploi? Vous voyez, un peu toute cette dimension de discrimination, de racisme, des rapports de pouvoir. C'est l'environnement physique aussi. L'environnement physique, c'est 10%. Donc, ça fait les 100% au niveau de la santé d'un individu. Alors, on retourne en arrière. Alors, donc, ici, ces lieux-là que nous désignons où on pense que tout repose pour une construction d'une meilleure santé ou d'une fragilisation de la santé, il y a la gestion de la maladie. Vous voyez, et il y a un cas très fort que Denis Vincent a partagé avec moi depuis des années, la façon de gérer la maladie, le diagnostic principal, le diagnostic, le pronostic, les possibilités de comment on peut s'en sortir. Et souvent, ce qu'on appelle les diagnostics supplémentaires, la démence,
voyez, au niveau psychiatrique, la consommation des drogues, les traumatismes. Là, je parle des réfugiés, des gens qui vont passer des années dans des camps de réfugiés. Il y a des traumas, hein, il y a des viols et des questions d'insuffisance d'organes aussi. Vous voyez, les problèmes d'organes, la toxicité, l'allergie. Alors ici, on peut déjà dire que c'est les habitudes de vie. Vous voyez, toute la question des habitudes de vie, de la conduite de vie d'un individu. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, deuxième domaine des facteurs que nous considérons, c'est le domaine physique. Donc, la douleur, hein, les douleurs, les symptômes. Moi, je suis là en train de me plaindre tout le temps dans les oreilles d'épaule sur certaines douleurs. Alors, le niveau de conscience aussi, la cognition. Et je suis content que cet après-midi, il y ait une bonne présentation sur la cognition, les capacités fonctionnelles, la sécurité, les appareils accessoires, vous voyez, les éléments additionnels. Qui acceptent ça? Il y en a même qui refusent les possibilités. Ils ne sont pas capables physiquement, mais ils refusent les appareils d'accompagnement pour des raisons, j'allais dire, culturelles. Et toute la question des vieillissements différentiels. Des gens, vous les voyez, l'âge est grand, mais le corps est jeune. Et d'autres, vous les voyez, l'âge est petit, mais le corps est très, très fatigué. Donc, tout ça, les abus et les alcools. Troisième niveau, c'est le domaine psychologique. Vous voyez, c'est un des éléments très importants de ce que j'ai appelé les facteurs socio-écologiques. Voilà, dans les rapports, les gestions des rapports interpersonnels. Donc, la question de la personnalité, de la force. Il y a des situations expérientielles pour lesquelles d'autres vont dire « Oh, ça, c'est rien, ça. » Mais ça peut ébranler d'autres. Donc, dans la conception, dans la perception des choses, et tout ça, c'est lié à notre culture aussi, à notre enfance, comment on a été préparé à rentrer dans l'océan de la vie pour faire face à l'adversité. Et toute adversité exige et impose des sources d'aide. Quand on n'a pas de sources d'aide, face à l'adversité, la fragilité est d'un certain niveau par rapport à une personne qui a des sources d'aide. Donc, vraiment, la dimension psychologique, vous voyez, la personnalité, le comportement, les motivations. Vous voyez, moi, je connais qu'il y en a qui sont retournés le lendemain parce que juste l'hiver seulement, ils n'ont pas pu tenir avec. La dépression, l'anxiété. La dépression et l'anxiété, les craintes et les abandons, le contrôle, dignité, autonomie. Ici, j'ai dit qu'il y a un facteur qui est le plus important, c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure. Quand les gens viennent, ils viennent avec un rêve. Mais moi-même qui vous parle là, quand on fait l'axe émotion avec le temps, mais au premier niveau, dès que vous arrivez, votre émotion de joie est au summum. Mais après quelques temps, quelques jours, ça commence à baisser, même vous dépassez même, parce que l'angoisse, vous ne pouvez pas comprendre. Mais pourquoi? Parce qu'on avait un certain niveau mental, un environnement mental en termes d'aspiration. Et qu'est-ce que la réalité nous offre? Il y en a, ils vont vous dire, mais on a dit que le Canada était bilingue. Mais c'est comme c'est l'anglais seulement. Et ça, c'est cette différence entre ce qui était attendu, espéré, et ce qui se passe concrètement, ce deuil-là, ce deuil social, et il est source de tout. Des problèmes dans la famille, dans les rapports entre mari et femme, avec les enfants. Oui, parce qu'il y a même une sorte d'inversion de l'autorité. Il y en a qui perdent l'autorité. Alors, il y a même de l'inversion des rôles conjugaux. Ça, j'ai de la publication aussi dessus. L'inversion des rôles. Alors, dans notre culture, voici ce que la femme faisait, voici ce que l'homme faisait. Oh, qu'est-ce qui arrive? Comme je l'ai dit dernièrement, il y a une précocité d'emploi chez la femme. C'est-à-dire, quand les couples arrivent, la femme, elle a un souci, l'investissement parental. Le bien, le bonheur, comment gérer sa famille, comment... Donc, le petit boulot qui se présente, elle prend. Alors que les hommes, ils ont un attachement professionnel très fort, conservateur. Il était médecin, oh, je vais être médecin au Canada. J'étais ingénieur, juge, je vais être juge au Canada. Ça retarde leur insertion dans le domaine professionnel. Alors, qui est au chômage? C'est l'homme.
Qui travaille, c'est madame. Et là, les rapports commencent à changer. Parce que l'homme, malgré qu'il soit au chômage, il y a des choses qu'il ne veut pas faire. Vous voyez, et ça, donc bref, maintenant le domaine social, c'est toute la question des valeurs, de la croyance, des habitudes. Et dans les itinéraires thérapeutiques, on voit déjà, nous découvrons déjà des gens qui empruntent les voies évangéliques. Ils sont malades, ils vont aller chez le pasteur. Vous voyez déjà, ce sont des itinéraires qui sont là à cause de certaines croyances, des résurgences. Même des gens qui disent que pour chercher, trouver du travail, on va aller voir le pasteur. Le pasteur remplace en quelque sorte, le pasteur va remplacer en quelque sorte, j'allais dire, certaines sources d'aide. Donc, toute la question des rapports interpersonnels, vous voyez, la gestion des rapports interpersonnels, il y en a qui ont, comme on l'a dit, qui ont des attachements très forts à leur culture, à leurs valeurs, alors qu'il n'y a pas d'absolu avec des valeurs. Bon. La question de l'isolement, on sait ce que l'isolement peut produire. On avait vu aussi dans le cadre, j'avais fait une conférence avec Paul, pendant la Covid, l'isolement immigrant, pour les immigrants qui venaient d'arriver, ça a été pondéré, ça a été très pondéré, avec les confinements. Donc ça, c'est très, très important, dans cet élément de la dimension sociale. L'environnement, est-ce qu'il est rassurant ou pas? Même le voisinage. Moi, je vous dis un exemple personnel. Mon voisin, dans le quartier où j'habite, il ne me saluait pas quand je suis arrivé. C'est seulement sa femme qui était un peu ouverte à me saluer, un peu tout ça. Mais lui-même, jamais. Mais à un moment donné, bref, pour être court, il vient chez moi, il m'offre cadeau, il dit « The best neighbor forever ». Parce qu'il a vu la concrétude, mon comportement avec lui par la suite. Mais il y avait plein de préjugés déjà. Et moi, je vous dis, si vous le dites là, j'avais des fois peur, après le travail, de venir à la maison. Parce qu'en ce moment, j'étais encore seul. J'ai dit, mais mon voisin, qu'est-ce qui se passe? Il ne me salue pas, je le salue, il ne répond pas. Alors, l'environnement était fragilisateur pour moi. Je voulais, c'est du vécu ça pour moi. Et un jour, je trouve devant ma porte un papier. C'était une invitation des gens qui ont mis comme ça une lettre pour m'inviter à une activité avec une invitation anonyme. Mais j'ai appelé un de mes collègues à l'université parce que pour moi, c'était le voisin qui est venu mettre une enveloppe, comment on dit ça, empoisonnée. C'est la vérité. Hein? Et j'ai dit, je ne la touche pas. Je suis allé... bref. Donc, l'environnement rassurant, pour quelqu'un qui arrive dans un environnement inconnu, nouveau pour lui, il y a plein d'indices qui fragilisent la dimension mentale, psychologique. Et puis, il y a les routines auxquelles on est habitué. Hier, je disais à Paul et à Pauline que je ne regardais jamais les menus, moi. Quand je vais au restaurant, je regarde ce qui est dans le plat de mes... Ouais, et puis si ça me plaît, je dis au serveur, c'est ça là je veux. Parce que tout ce qui est écrit dans le menu ne me dit rien. Je ne comprends rien. Je ne peux pas utiliser ça. Donc, bref, il y a des routines, des choses qui changent. Les ressources financières, c'est un élément très important parce que c'est ce qu'on a dit, le statut et le revenu dans les facteurs socio-écologiques. Ça, c'est même à la base de beaucoup de divorces chez les immigrants. Les questions. Bon, la protection, qu'est-ce qui est aidant en termes d'aidants naturels et tout ça. Aujourd'hui, les gens arrivent, il y a malheureusement des pathologies qui surgissent. Quelles sont les sources d'aide? Est-ce qu'il y a les aidants naturels? Vous voyez? Alors, le domaine spirituel, ça fait partie des sphères factorielles, des niveaux. Le sens des choses, la valeur des choses, quel est le sens? Parce que c'est en fonction du sens qu'on donne à quelque chose que l'action se déploie. On dit signe, sens, action. Dans la médecine, ils disent symptômes, diagnostic, thérapie. Thérapie, c'est l'action. Mais ici, socialement, les gens, culturellement, ont déjà leurs 3 niveaux, des signes, sens, action. Et ça varie selon les gens.
Bon, les questions existentielles, l'accompagnement spirituel dont j'ai parlé, des rituels auxquels on est habitué. Allez-y. Prochaine. Voilà. L'autre facteur, c'est qu'il limite l'accès aux services de santé. Ça, c'est une sphère que nous prospectons. Des barrières linguistiques. Voilà. Très important. Et donc, la clinique mobile, avec des médecins francophones, ça va aider beaucoup. Moi, même quand je suis arrivé, tout ce qui est banque, tout ce qui est santé, je dis, il faut qu'il y ait du français. La question d'argent, la question de ma santé. Vous voyez, donc c'était des choses, des exigences. Les conceptions différentes de la santé, bien sûr, conceptions différentes de la santé. L'autre jour, à Edmonton, je parlais un peu sur les maladies diarrhéiques infantiles, les maladies à base de diarrhée chez les enfants. Un immigrant qui va venir, par exemple, d'Afrique, il n'aura pas le même rapport à ça qu'avec quelqu'un d'ici qui sait que, bon, il faut hydrater. Non. Parce qu'on dit déjà, s'il y a la diarrhée, le corps c'est vide. Donc, comme on a une conception hydraulique du corps, le corps en tuyau, si vous faites boire l'enfant, on dit le peu qui restait va sortir. Donc, il y a un niveau de pédiatrie interculturelle, vous voyez, que j'ai déjà même présenté à l'hôpital Saint-Justin de Montréal. Ce sont des sphères, la pédiatrie interculturelle. C'est pour ça que notre sous-titre sur le profil pathologique infantile, ça nous intéresse. Alors, les conceptions différentes de la santé, l'offre, la disponibilité, l'information et l'accessibilité auxquelles vous êtes habitués. Alors, pour le moment, qu'est-ce que nous avons mis de l'avant? Les immigrants récemment arrivés au Canada ont un état de santé positif. Vous voyez, ce n'est pas étonnant puisqu'on leur fait des examens avant qu'ils arrivent. Alors, cette santé va se détériorer au fur et à mesure que l'immigrant réside longtemps au Canada. Vous voyez, à travers un mode de vie qui est d'adhérer aux habitudes, aux nouvelles façons d'être au Canada, ce qu'on voit en termes alimentaires, vous voyez, surtout, mais aussi en termes de possibilités d'offres du milieu. C'est très important, un individu, quelles que soient ses capacités, c'est son expertise, mais quelle est l'offre du milieu? Vous voyez, je peux être équipé, je peux être expert dans quelque chose, mais si le milieu ne m'offre pas les possibilités, si vous voulez, les ingrédients avec lesquels je dois mettre de l'avant mon expertise, mon savoir, ça ne sert à rien. Donc, l'offre du milieu, les possibilités qu'on offre et comment on les saisit, ça aussi, c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'on peut aller en arrière, s'il vous plaît? Ah, ok, oui, ça va, allez-y. Alors, tout cela est en rapport avec le statut socio-économique. Vous voyez, doublé du souci de s'insérer, de s'intégrer ou de s'adapter, tout dépend le mot qu'on veut. Mais moi, je préfère le mot insertion. Parce que s'intégrer, s'adapter, c'est comme vous devez faire certaines pertes un peu là, ben ça dépend. Et la santé mentale et les maladies chroniques, vous voyez, c'est vraiment des points qui se dégagent véritablement. Les habitudes de vie alimentaire, les nouvelles façons d'être, la sédentarité, ou j'allais dire bien de choses qui vont favoriser le diabète. On a beaucoup plus d'accès des nourritures à base de sucre, des friandises au Canada que souvent dans les pays d'origine. L'obésité qui va s'installer. D'abord, ça c'est des fois, moi la première fois que ma maman m'a revu, elle a crié. Je dis ça c'est bon pour que je résiste au froid, maman. Parce que je dis c'est normal, c'est comme ça là-bas. On a besoin d'un bon point pour résister au froid. Elle dit, ok, elle dit, bon, c'est bien. Donc, il y a la tuberculose, l'hépatite, vraiment les grands endémies, le VIH, SIDA, et puis vraiment quelque chose qui est très courant maintenant, là, ce qu'on appelle les maladies musculo-squelettiques. C'est de ça que ma collègue là-bas parlait tout à l'heure. Et je disais que moi, je suis actuellement victime de ça aussi.
Ça affecte les muscles, les os, les articulations, les tendons, les ligaments et d'autres tissus connexes, par exemple. C'est ça qu'on dégage comme profil pathologique dominant, là. Ça fait partie des états de morbidité que ces immigrants développent. Ici, quelque chose que les gens n'avancent pas, mais moi, dans la quotidienneté, dans mes rapports à des amis immigrants, la question de la vitamine D, c'est très important. On ne le sait pas, mais ça joue aussi dans les musculo-squelettiques. J'ai un ami ici, à Ottawa, qui a eu 7 mois de congé des maladies au fédéral. On lui fait tous les examens, on ne trouve rien. Et il me décrit, il me donne son tableau clinique. J'ai dit, mes chers amis, moi j'ai vécu ça en 2012, mais cours à la pharmacie, va acheter la vitamine D. Il dit, comment ça? Aujourd'hui, il a repris le travail, il est content. Lui aussi, il est devenu pasteur des distributions de la vitamine D, comme moi. Vous voyez? Parce que, vous savez, on vient des pays très chauds. Pays très chauds. Et d'ailleurs, la couleur noire, c'est à cause des radiations qui sont fortes que la nature a créé la mélanine pour ne pas que les radiations détruisent le corps et qu'on puisse fabriquer la vitamine D. Mais quand l'humain sort de l'Afrique pour rentrer dans la partie froide, voilà, j'ai enlevé mon manteau là. Donc, le manteau mélanine n'était plus opérant, efficace dans le domaine froid parce que le soleil est faible ici. Alors, le soleil est déjà faible. Si vous avez un écran, votre mélanine, votre vitamine D ne peut pas être synthétisée. C'est pour ça, sur près de 20 000 ans, on a perdu la mélanine pour prendre la peau leucoderme, pour devenir blanc. Alors, la peau blanche est mieux adaptée au contexte du froid. Mais nous, on vient comme ça. Vous voyez, un bailli, ça fait 30 ans que je suis là. J'avais les cheveux ont été les premiers à partir. Oui. Donc, c'est ça, on dit, on pensait que tu allais retourner, ça fait 30 ans là, donc nous, on retourne déjà. Alors, mais mon corps n'est pas à l'origine génétiquement conçu pour vivre dans le froid. En janvier passé, vous avez vu ce qu'on a vécu, des moins 40, moins 50, c'était pas facile. Et je me disais, peut-être c'est ça qui a réveillé mes musculo-squelettiques là. Bon, je ne sais pas. Bref, c'est vraiment des points qui sont très importants. Et comme je l'ai déjà dit, au risque de me répéter ici, la cause des causes, c'est vraiment le stress qui va surgir entre les aspirations qu'on avait pré-migratoires et ce que la réalité post-migratoire offre dans le contexte canadien. Oh, je suis juge, je suis capable d'être juge là-bas. Je vais avoir beaucoup d'argent. On arrive, on voit que dans le pays d'origine, on avait un peu plus d'argent qu'ici, parce qu'on n'a pas le travail, les économies s'épuisent. Ça crée des problèmes dans le couple, même avec les enfants. Vous voyez, on n'a plus d'autorité parce que il faut intervenir. L'investissement parental, c'est quand vous avez vos devoirs, vous accomplissez vos devoirs, que les droits des autres sont répondus. Donc, bref, c'est une cause qui est très, très importante. Alors, on peut aller. Cet écart, donc, c'est ça, le deuil social. Vous voyez, les pertes. Ça peut être le chômage, ça peut être bien de choses. Ça, vraiment, la personne immigrante doit faire face à la gestion du deuil social. Et ça, c'est là qu'on voit les différences entre les individus. Il y en a qui sont capables de créer un nouveau projet pour remplacer le projet qui est éteint, et d'autres qui vont baisser les bras parce qu'ils n'ont pas l'équipement nécessaire, psychologique, la dimension. Alors, face à l'adversité, il faut des sources d'aide. C'est très, très important. Et ce que Paul est en train de faire avec le nouveau projet, et ce qu'on fait aussi comme recherche, c'est pour trouver des sources d'aide face à l'adversité. De ce qui précède, alors, il y a des dysfonctionnements, comme je l'ai dit, au niveau familial, des conséquences et des méfaits de tous ordres, des liens conjugaux pathogéniques, la violence, vous voyez, la violence. Le service d'accueil des immigrants à Edmonton, ils m'ont dit, M. Bailly, viens faire une conférence. Il y a trop de divorces chez les immigrants qui arrivent. Il y en a même après 1 mois, 2 mois, c'est les divorces. Vous voyez? Alors souvent, ce que j'ai dit, mais
Est-ce qu'on ne peut pas divorcer dans le pays où on quitte? Alors vous faites des dizaines de milliers de kilomètres pour venir divorcer? Il y a problème, il y a un problème, mais bon, il y a plein de causes là qu'on connaît, mais bon. Alors être immigrant et francophone aussi, ça limite l'accès aux services de santé. Vous voyez déjà, ce sont des enjeux qui sont déjà là. Alors on vient partager les limitations de la santé pour des raisons linguistiques, vous voyez, et d'offre des services spécialisés. Alors les maladies qu'on va attraper là, des immigrants, est-ce qu'il y a les thérapeutes spécialisés pour ça et en français? Vous voyez, c'est très très important. Alors, tant que votre mal n'est pas réglé, alors cette durée va chroniciser. Ce mal-là, on va l'empirer même. Et c'est ça souvent, parce que quand on n'a pas la source d'aide, alors le mal va vraiment devenir pire. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un processus cumulatif d'aggravation, voyez, voire de chronicisation de certains états pathologiques, les sources adéquates d'aide faisant défaut. Alors les barrières linguistiques et la plupart des difficultés d'accès aux soins de santé qui en découlent constituent des principaux facteurs qui perpétuent les inégalités de santé que les immigrants francophones perçoivent chez les immigrants anglophones. Ils disent, ah mais vous êtes bien là, vous côté anglophone. Vous voyez. Alors beaucoup d'immigrants sont en quête de sources d'aide, de ressources humaines de santé homo-ethniques, comme je l'ai dit au début, c'est-à-dire des gens, des thérapeutes qui sont de leur région. Et ça peut être pour des raisons linguistiques, pour des raisons, j'allais dire aussi culturelles, des valeurs. En d'autres termes, ils vont à la recherche des personnes thérapeutiques des mêmes origines ethniques. C'est ici que des églises évangéliques entrent en jeu dans ce que nous appelons les itinéraires thérapeutiques. Alors, dans l'ensemble, bon, on reconnaît que les services de santé au Canada sont pour l'équité. Ils cherchent toujours à réduire les inégalités de santé, les iniquités. Et ça, c'est quelque chose au moins dont on est conscient. Alors, on a dit qu'on allait mettre en tension, en contraste avec le dévolu, le désiré et le revendiqué. Alors, ces niveaux de pression, il y a l'insertion professionnelle des médecins. Et ça, c'est une pression sur les systèmes locaux. Voyez, comment les insérer? Les médecins, les pharmaciens, les infirmières, les travailleurs sociaux. Et pendant que nous venions, Paul et moi, Paul en a beaucoup parlé. Quelles sont les stratégies transitoires avant que les gens rentrent dans le système? Vous voyez, c'est très important. Et nous, on a fait vraiment un listing dans le rapport, j'ai appelé les 10, l'intégration des diplômés internationaux en santé. Et puis, l'autre niveau de pression, c'est les nouvelles pathologies émergentes. Voilà. Qui sont dues à ces personnes-là. Et il faut les régler. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une mutualité inclusive, donc le partage de l'espace géographique des vies, même s'il y a une mutualité exclusive de par les ancrages culturels et sociaux. Vous voyez, l'autre niveau, bon, les itinéraires homo-ethniques, on veut que dans le milieu, on trouve des gens qui sont médecins, qui sont de chez moi, qui sont capables de me comprendre. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, c'est pour ça que la Corporation catholique de la santé du Manitoba a fait cette étude sur les médecines complémentaires et la médecine conventionnelle. L'ignorance fonctionnelle du système, ça c'est une pression, vous voyez, du système canadien, et la langue, les obstacles culturels en matière de droits et devoirs. Il y en a qui vont dire oh, je ne veux pas déranger. Il y a une dame qui est décédée. Et on lui a dit vas-y. Oh non, s'ils ne m'appellent pas, ce n'est pas à moi de les déranger. Pendant ce temps, la maladie s'aggrave. Donc, que conclure? Ce qu'on voit, c'est sûr qu'il y a des pathologies déjà classiques partagées, mais on va vers des pathologies émergentes qui ajoutent à la pression. Quand je parle de cet enjeu de la question de la vitamine D du corps mélaniné, là, les enjeux de santé des immigrants
avec le dévolu, le désiré, ça renforce vraiment comment il faut revoir le curriculum de tout ça. Et je pense que tout ce que Paul a fait avant moi, ça met le tableau du renouvellement du curriculum, des dispositifs thérapeutiques, des sources d'aide au niveau système de santé. Alors, dans l'ensemble, pour le moment, nous trouvons qu'il y a une convergence sanitaire, vous voyez, entre les enjeux de santé des immigrants et ceux des francophones en place, et cela se double d'une pression adaptative. Donc, ça devient une source, j'allais dire, d'amélioration, d'élargissement de notre organisation des systèmes de santé. Alors, non seulement le dévolu lui-même, ce qui est acquis, il faut renforcer ça. Parce qu'avant la crise de l'hôpital Montfort, comme je l'ai dit, la société santé en français n'existait pas. Le CNFA n'existait pas. Et donc, il y a toujours des expériences qui vont dynamiser non seulement le dévolu, le désiré et le revendiqué, lui, va toujours être là parce que les valeurs évoluent, les aspirations évoluent, la question du progrès évolue. Donc ça, c'est un niveau qui va être comme ça. Alors, j'en ai fini. Merci.